Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 6 de ce Giro. Étape numéro 6 qui ne sera pas facile, un beau dénivelé positif. Et vous verrez, on aura un profil détaillé, 3 côtes et une arrivée au sommet. Et véritablement au sommet de la côte. Il n'y aura pas 1 kilomètre après derrière comme on a eu du côté de Sestola. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire vos favoris, vos pronostics. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. Et surtout, vous pouvez rajouter la petite cloche, ça c'est le petit plus. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et pas seulement des vidéos cyclistes, parce que je fais également des vidéos sur la Formule 1, sur la F3, la F2. Qu'est-ce que je fais d'autre? Les audiences. Bon là, ça va arriver avec beaucoup de retard les audiences. Parce que on est mercredi, j'ai toujours pas écrit, donc j'ai toujours pas pris les notes, donc faut que je regarde ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On commence donc 6e étape, peut-être une belle bagarre entre leaders. Pas sûr quand même, la dernière difficulté me semble un peu trop plate aujourd'hui. Pour tout vous dire, je parie plutôt pour une échappée. Étape difficile, on pourrait faire peut-être la différence au classement. Ça me semble quand même compliqué. Par contre, si vous êtes dans une mauvaise journée, vous pouvez perdre définitivement le Giro. Ça très clairement. Ça va être une journée également fatigante pour les équipiers, parce qu'il va falloir pas mal contrôler l'équipe qui aura le maillot rose. Je suis pas sûr que ça soit vraiment un avantage sur cette étape-là. Mais voilà, encore une fois, peut-être le petit souci, c'est que cette dernière difficulté, eh bien, au final, elle n'est pas extrêmement difficile. C'est plutôt roulant, en fait, vous le verrez. Dénivelé positif de cette journée, 3627 mètres. C'est la 5e étape la plus dure de ce Giro 2020. Ça reste, voilà, un dénivelé positif qu'il va falloir encaisser. Pour tout vous dire, c'est plus important que les 2 étapes pyrénéennes lors du dernier Tour de France. Lors du dernier Tour de France, les 2 étapes pyrénéennes, on était aux alentours de 3500 mètres, voire même moins de dénivelé positif. Après, le dénivelé positif, ça ne fait pas tout non plus. On regarde tout de suite le profil. Du côté du profil, donc vous voyez, étape assez courte, 160 km, avec gérer une première partie plutôt tranquille après le départ du côté des Grotte di Frassassi. Alors j'ai vu, faut savoir que j'ai sur le site du Giro est très bien fait, c'est-à-dire vous avez le roadbook sur le site du Giro, le roadbook qu'ont les coureurs. Bon, grosso modo, vous avez les mêmes infos sur le site traditionnel, donc vous n'êtes pas obligé de le télécharger. Par contre, vous avez également le roadbook télé, et ça vous donne beaucoup d'infos sur les villes. Alors c'est tout en anglais, donc moi j'ai un niveau d'anglais qui n'est pas excellent, mais j'arrive quand même à comprendre beaucoup de choses. Là, par exemple, j'ai vu les Grotte di Frassassi. Alors c'est un endroit qui est absolument magnifique. Regardez sur internet, mais ça a l'air d'être très 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 joli. On passera ensuite, donc on redescend un petit peu. Départ sur une petite bosse, voilà, pour peut-être l'échapper, 2 km à 7,5. Ensuite, on aura encore une petite bosse au km 41,5 qui n'est pas représentée, répertoriée au classement de la montagne du côté du Camerino, 4 km 3 à 4,7% de moyenne. Puis le premier sprint intermédiaire, on sera au km 55, mais ça veut dire qu'on sera déjà plus qu'à 105 km de l'arrivée, enfin 106 précisément. Puis on aura la montée de Formacci, 3 km 700 à 5,5 de moyenne. Et on arrivera au pied de la première difficulté du jour. Le pied, il est à Castel Sant'Angelo sul Nera. Compliqué à mettre sur les colis, cette adresse, à mettre sur votre compte Amazon. C'est 2 km 78, si je ne me trompe pas, et on attaque le Forza di Gualdo, 10 km 500 à 7,2% de moyenne, si j'arrive, parce qu'en fait, il y a les 2 trucs qui chevauchent un petit peu. Forza di Gualdo, c'est pour moi la côte peut-être la plus dure. Le pied est très dur, comme vous le voyez à l'écran. On montera quand même à 1490 mètres d'altitude. Et vous voyez, je dirais que les 4 premiers kilomètres, va falloir quand même se les farder. Avec notamment le kilomètre, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 4 de cette montée, à plus de 10% de moyenne. Ensuite, ça reste quand même difficile, 8,1, 6,6, 8,1, et puis sur la fin, ça devient un petit peu plus facile, et les derniers kilomètres, les derniers 800 mètres sont à 6,9% de moyenne. C'est une côte qui n'est pas évidente. Le Forza di Gualdo, il faudra se la farder. Et encore une fois, à ce moment-là, Forza di Gualdo, on est au kilomètre 88, c'est-à-dire qu'on n'est déjà plus qu'à 70, aux alentours de 70 km de l'arrivée. Ça peut être intéressant pour tenter quelque chose, peut-être notamment dans l'échappée.
Surtout qu'au Forza di Gualdo, particularité, ça ne redescend pas franchement pour atteindre le Forza di Presta, qui lui sera le point culminant de la journée à 1534 mètres d'altitude. Forza di Presta, 4 km 900 à 4,8% de moyenne. C'est un peu plus facile, comme vous pouvez le voir. En fait, les organisateurs ont dit que c'est une côte de 5 km. En fait, ce sont les 500 derniers mètres, le dernier kilomètre, pardon, qui est extrêmement difficile. Auparavant, ça sera très roulant, ça sera pas très difficile, mais ça veut dire qu'il va falloir attendre quand même près de 10 km pour redescendre. Et ça a des conséquences. Si vous êtes vraiment à fond dans le Forza di Gualdo, et ben, l'enchaînement des deux difficultés vous fera peut-être exploser de la Forza di Presta. Et puis on va redescendre à Arquata del Tronto, un petit peu de plaine, je dirais, à partir de Accasenta Terme au kilomètre 124.5 pour rejoindre Mozzano, Ascoli, Ascoli Piceno, le pied de la dernière difficulté du jour. Nous sommes sur un sprint bonification au kilomètre 144.5. Je rappelle, sprint bonification, les trois premiers marquent 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde. Puis on arrivera dans le Ascoli Piceno, qui est en fait une difficulté qui se décompose en deux parties. Vous avez le Colle San Marco, puis ensuite vraiment la montée vers Ascoli Piceno, San Giacomo à 1093 mètres d'altitude, 15 km 500 à 6% de moyenne. Et on voit assez bien que ça se décompose en deux parties parce que voilà, vous voyez jusqu'au kilomètre 11 de la montée, et ben en fait c'est extrêmement roulant. On ne dépassera que très rarement les 6% de moyenne par kilomètre. Par contre, ensuite sur la dernière partie, on est sur une montée un petit peu plus difficile avec un point culminant à 8% entre le kilomètre 14 et le kilomètre 15. Mais ce n'est pas extrêmement difficile non plus, vous pouvez le voir, c'est très roulant. Je ne suis pas sûr que les leaders, comme je vous le disais, arrivent à faire des différences sur une montée comme ça ou prennent le risque de se découvrir dès le matin en se disant « Ok, je fais le forcing sur cette étape-là » parce que les écarts, au final, devraient être assez réduits. On passe à l'histoire sur cette étape. Et on est déjà arrivé une fois au même endroit du côté d'Ascoli et du côté de... Alors je crois que c'était la même montée, il me semble que c'était la même montée de ce que j'ai vu. Oui, parce que j'ai cliqué sur Pro Cycling Stats, donc oui, c'était la même arrivée. Et c'était en 2000, j'ai oublié de mettre la date, c'était en 2002, de tête. Oui, c'était en 2002 parce que Julio Alberto Pérez a remporté 3 étapes dans sa carrière. C'était le vainqueur du jour, Julio Alberto Pérez. Quapio, mexicain, qui roulait à la Paneria. Alors la Paneria, c'était une équipe assez de deuxième division dans les années 2000. Je crois qu'elle s'est arrêtée en 2005 ou 2006. On a toujours eu des doutes sur le fait que certains coureurs étaient clean. C'était une équipe italienne dans les années 2000. Il y en avait peu où tous les coureurs étaient clean. De toute façon, dans le cyclisme, à cette époque-là, moi quand j'ai commencé à regarder le cyclisme, bon, les cas de dopage sur les grands tours, il y en avait 1 ou 2 minimum par grand tour à chaque année. Donc c'est voilà, quand tu fais partie de ma génération, que tu as commencé à regarder le cyclisme, à l'époque de Lance Armstrong, Jan Ullrich, même Laurent Jalabert et Astarlois notamment, bon, t'as connu le dopage, t'as connu les pires heures du cyclisme, je crois. Et il s'était imposé devant un petit jeune à l'époque qui s'appelait Cadel Evans. 2002, c'est je pense sa première année chez les professionnels Cadel Evans, parce que je rappelle qu'avant il faisait du VTT au début de carrière, il a fait du VTT chez les Espoirs face à Julien Absalon, notamment Cadel Evans, puis il s'est aperçu que Julien Absalon était trop fort. Il a remporté le maillot de la montagne cette année-là, Julio Alberto Pérez Quapio. J'ai vu également dans son palmarès, parce que je ne connaissais pas par cœur ce coureur, en plus c'était des coureurs qui sortaient assez rarement d'Italie. Il faut le savoir, il a été vainqueur également du Tour du 30 ans en 2005. Il a raté sa carrière, je crois, en 2007. Carrière assez courte pour ce coureur mexicain. On passe à la météo, du côté de la météo. Soleil en début de journée, puis risque de pluie. Vent qui devrait être de 3/4 face, vraiment sur une grande majorité de l'étape, avec du vent entre 40 et 60 km/h. Après, de là à tenter un coup de bordure, quand on voit la difficulté de l'étape, j'y crois pas des masses, mais il faudra peut-être faire attention dans la descente, de ne pas se prendre une cassure, parce que la descente est très très longue, et des fois vous pouvez vous refroidir un petit peu et avoir les jambes un peu dures dans ces moments-là, et faire attention. Mais en plus, je raconte une bêtise, parce que dans la descente, le vent sera plutôt de côté.
parce qu'on tourne un petit peu sur l'étape et le vent en plus va diminuer sur la deuxième partie d'étape, plutôt 30-40 km/h. Donc en fait jusqu'à la côte de troisième catégorie on a du vent fort, 3 quarts face, 40-60 km/h. Grosso modo, et ensuite le vent devient un peu plus faible déjà dans la côte de troisième catégorie, mais surtout dans la descente, et on passe sur un vent vraiment de côté sur la fin de journée. Du côté de la stratégie, moi je vois une échappée de 8 à 12 coureurs, voire peut-être même plus, parce qu'on a vu à Sestola ils sont partis à 25. Soit elle est reprise et qu'il y a bagarre entre les leaders, mais moi j'y crois pas des masses. Moi je crois plutôt à une victoire de l'échappée. Je crois pas vraiment non plus à une attaque en contre dans la dernière difficulté, parce qu'encore une fois cette dernière difficulté pour moi n'est pas assez difficile. Du côté des favoris, toujours un petit peu compliqué de pronostiquer dans ces étapes comme ça où on parie sur une échappée. J'ai mis un coureur d'Intermarché, Jan Hirt, qui est quand même pas un mauvais grimpeur non plus, qui est pas un mauvais baroudeur en fait, Jan Hirt, c'est un très bon coureur je trouve. J'ai mis Bokeh Mollema parce que Bokeh Mollema au soir de la 4e étape, il est à quasiment 14 minutes, donc il est plus très dangereux au classement général, et Mollema a quand même une bonne puissance et une bonne pointe de vitesse. Dans un petit groupe ça peut faire la différence, un bon punch. J'ai mis Rudy Mollard parce qu'il a perdu également du temps, Rudy Mollard, que c'est pas forcément le coureur le plus dangereux. On peut également mettre Reichenbach chez Groupama, hein. Peut être intéressant aussi. Je ne l'ai pas mis, mais j'ai hésité entre Mollard et Reichenbach. Et j'ai hésité également à le mettre en grosse cote. Et ma grosse cote du jour, c'est une grosse cote. Là, on s'est enflammé. François Bidard, le coureur d'AG2R. Je sais pas pourquoi j'ai mis François Bidard, très clairement, mais je sais pas, il y a une force au-dessus de moi. C'est comme Ayrton Senna disait quand il pilotait une voiture, il y a une force surhumaine au-dessus de moi qui m'a dit « Mais François Bidard », comme ça, il y a une petite voix qui me parlait dans la tête « Mais François Bidard en grosse cote ». Non, je sais absolument pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est un baroudeur, quand même un coureur qui sait bien grimper. Malgré tout, il me semble quand même un peu... Enfin, s'il tombe face à des Mollema et autres, je pense qu'il se fera laminer la gueule. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, donc on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape et demain pour faire la présentation de l'étape numéro 7 qui sera beaucoup plus plate et plutôt réservée aux sprinters, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas intéressante. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.